Vous imaginez la chance que vous avez? Je pourrais très bien commencer l'épisode d'une manière en faisant l'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par nanana, et puis placer une marque ou un produit et me faire un peu de pognon. Bon, j'avoue, j'aimerais bien, on va pas se mentir, hein, s'il y a des annonceurs qui veulent que je fasse du placement de produits, je prends. Moi, je suis très facilement corruptible, faut le savoir. Vous pouvez largement m'acheter, il n'y a pas de souci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin, lundi 15 août. Alors oui, c'est vrai que je suis peut-être un peu en retard, voilà, mais bon, c'est pas la première fois que ça arrive. Plusieurs choses, plusieurs explications à ça. On est le 15 août, c'est férié, je me suis dit, ah, est-ce que les gens ils vont être en mode écouter un podcast aujourd'hui? Puis après je me suis dit, ouais, mais bon, s'ils sont près de la plage ou sur la route du retour en vacances, ou je sais pas, ils sont en famille, et aujourd'hui, c'est la journée où vous allez visiter une grotte dans le Périgord, ou je ne sais quoi, et il y a de la route à faire. Et c'est là que tonton Harold intervient. Donc voilà. Et puis surtout, je pouvais pas rentrer dans mon bureau parce qu'il y avait un putain de frelon asiatique. Enfin, Elisabeth me dit que c'était une guêpe, mais franchement, c'est méga gros, et je pense que c'était un frelon asiatique. Et en fait, j'ai attendu depuis hier qu'il sorte du bureau parce que j'avais peur. Euh, ouais, je suis une vieille poussie, je crois. J'avais peur du frelon asiatique, j'avais peur qu'il me pique. Du coup, je l'ai laissé prendre possession de mon bureau. Ce qui me fait m'apprendre vachement de trucs sur moi-même, parce que je me dis, si je partais en vacances et que je revenais qu'il y avait des squatteurs dans ma maison, je crois que je les laisserais faire. Hein. J'aurais pas. Non, non, du coup, le frelon est sorti et tout se passe bien. Je me suis dit que j'allais quand même enregistrer ce point du lundi matin. Il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud sous les combles. Je vous cache pas que je suis à moitié le cul à l'air quand j'enregistre cet épisode. Ce qui est plutôt cool, c'est que ce soit pas filmé. D'ailleurs, je vais peut-être changer la disposition. J'ai récupéré un micro de podcast qui est complètement différent. Alors, bon, je sais que le son de ce podcast est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus la folie. Donc faut que j'essaye l'autre. Peut-être que la semaine prochaine, je ferai cet essai-là. Le truc, c'est que par rapport à la semaine dernière, où vraiment je rentrais de vacances et que j'étais en mode time to get back on track, brought the business back, des trucs comme ça. Et puis là, j'avoue que je suis vraiment en mode glandouille. Hein. Ça va pas durer extrêmement longtemps, ma motivation. Enfin oui et non, quand même des choses se sont passées. Évidemment, on va revenir sur la suite de mes vacances aux États-Unis aujourd'hui pour cet épisode 2 de la saison 3. Mais c'est quand même passé des trucs la semaine passée. Vous vous rappelez, je vous avais dit que j'allais me lancer dans TikTok pour mettre toutes mes petites vidéos là que je fais, l'enfer 2. Et je l'ai fait. Et bordel, le premier jour, je poste, je sais plus laquelle, l'enfer des soirées où on connaît personne. Et ça a cartonné, là, je prenais des 60 000 vues par vidéo, vraiment très très cool. Mais alors je prenais des, je suis pas habitué à ça moi. Clairement, je suis pas habitué. Je prenais des flots de followers et puis de commentaires, la plupart sympathiques. C'est vrai que moi j'ai toujours été plus ou moins protégé par rapport à ça, parce que même mes vidéos de Montreux, je lis pas les commentaires. Parce que en vrai, ça m'appartient pas. Moi, je fais mon truc. Après, vous aimez, vous aimez pas. Bon, je préfère que vous aimiez, hein, on va pas se mentir. Mais bon, les commentaires positifs font toujours très plaisir. Et il y en avait beaucoup, mais t'as quand même des gens, tu te dis, mais moi, j'avais oublié que les gens étaient cons. C'est vrai que c'est une donnée importante quand même à garder en tête. Et donc je voyais, parce que du coup je recevais les notifications de commentaires, et t'as des gens, je comprends même pas ce qu'ils disent. Bon, visiblement ils n'aiment pas, mais à partir du moment où ta sémantique et ta conjugaison, en plus de ton orthographe, sont très très approximatifs, comment tu vas être pris au sérieux tu vois. Au bout d'un moment, en fait, ta voix ne compte même plus, quoi. C'est c'est vrai, il y a quand même un truc, hein, parce que tu as l'orthographe d'un palefrenier au Moyen Âge, et tu te prends pour un seigneur. C'est pas possible. Il y a comme une dichotomie là-dedans. Je ne sais pas. Alors moi, c'est marrant parce que je regarde pas mal de vidéos sur YouTube, essentiellement des trucs de métal ou de football, on va pas se mentir. Mais ah, tiens, je prends l'exemple de Korn. Tout le monde sait à quel point j'aime ce groupe.
et bah, même s'ils font des trucs que j'adore, bah, je mets un petit clic sur le pouce en haut, ou un petit cœur sur Instagram, mais jamais j'irai mettre de commentaires. Et si je dois en mettre un, ce sera forcément positif, ou un truc genre Happy Birthday Jonathan Davis au chanteur, un truc comme ça, parce que je suis fan, mais jamais dans mon esprit ça me viendrait d'aller mettre des tartines de commentaires négatifs sur un truc, et pourtant j'en vois des trucs de merde que j'aime pas. Mais je pense que les gens qui font ça doivent être profondément malheureux, parce que prendre le temps de se dire c'est nul, ce que tu fais c'est nul, c'est un tocard, mais waouh. Alors évidemment, quand tu lis ça sur le coup, ça te fait pas plaisir. Et encore, franchement, moi j'ai enterré des adolescentes qui s'étaient suicidées. Je t'avoue que ton petit commentaire pour dire que ma vidéo t'a pas fait rire, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Hein. Vraiment, je suis tranquille par rapport à ça. Mais même si j'avais été un petit peu offusqué ou ébranlé dans mon ego, et franchement, accroche-toi pour le faire, euh, je préfère encore être à ma place qu'à la place des gens qui sont dans cette spirale de négativité. C'est ouf. C'est ouf. Après, quand je vois, quand je vois ce qui marche dans ce pays, d'un point de vue culturel, que ce soit en termes de musique, de films, de spectacles, tout ça, euh, j'ai bien conscience que je ne suis pas et je ne serai jamais mainstream. C'est clair que je ne vais pas fédérer un grand nombre, je ne serai pas un humoriste populaire. Mais en vrai, quand je vois euh, le vivier de teubés qu'il y a, je préfère rester avec mes baboules. Franchement, je préfère être avec vous, qu'on soit moins nombreux, mais que ce soit un peu plus qualitatif. Donc voilà. Ah oui, avant qu'on passe, je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a lu le, il y a un documentaire sur Netflix sur Woodstock 99. Je sais pas si vous l'avez regardé, mais c'est un truc de ouf. Alors tout le monde connaît le festival de Woodstock. Ou alors si vous connaissez pas Woodstock, c'est que là, j'ai raté un truc dans votre éducation. Là. Je pense que c'est pas possible. Donc Woodstock 69, c'était le fameux festival Peace and Love avec Jimi Hendrix, Joe Cocker, Janis Joplin, enfin tout le monde. Et puis ça avait été 3 jours d'amour et puis de paix et d'harmonie et de beaucoup de drogue et d'orgie. Mais ça, on le dit beaucoup moins. Quoi qu'il en soit, euh, il se trouve qu'on a, ils ont eu l'idée en fait de refaire Woodstock. Alors 99, je le savais parce qu'il y avait des groupes que j'aimais bien, mais on va largement y revenir. Mais il y avait Woodstock 94 en fait, et c'est important de comprendre Woodstock 94 avant d'enchaîner sur Woodstock 99. Il se trouve que le mec qui a inventé, le fondateur de Woodstock, qui s'appelle Michael Lang, euh, en 94, il fait un Woodstock, et en fait, il n'y avait aucune organisation, du coup, il y a plein de gens qui sont rentrés sans payer. Donc, ils ont perdu énormément de pognon. Et en 99, ils se sont dit, tiens, on va refaire un Woodstock pour les 30 ans du premier Woodstock. Euh, et ça a été un désastre. Ça a été 3 jours, mais de fou. Vraiment, il faut que vous regardiez le documentaire. En fait, ils ont vraiment clairement, ils expliquent, les organisateurs du festival, qu'ils sont là pour se faire du pognon. Il faut vraiment. C'est un événement pour se faire du blé. Donc, ils vendent les droits de la bouffe à des marchands qui sont sans scrupules. Genre, ils vendent 4 dollars la bouteille d'eau, et 199, hein, donc c'était il y a 20 ans. 4 dollars à la fin du festival, c'est 12 dollars la bouteille d'eau. Les poubelles sont pas ramassées. Les toilettes portables, ça déborde, il y a de la merde partout et c'est en pleine canicule. Enfin, c'est un truc de ouf. Et autant le premier jour, ça va. Le premier jour, ça va. Alors, il y a plein de groupes différents, genre Alanis Morissette, je sais plus qui d'autre. Mais surtout, il y a Korn. Il y a Korn, et c'est vraiment Korn en 99 à l'apogée de leur fame, quoi. Ils remplissent toutes les plus grosses salles dans le monde, bref. Et ils les mettent en avant-dernier. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour Korn. Et du coup, quand ça part, c'est mosh pit de ouf. Et eux, ils s'étaient pas préparés
Donc il y a plein de gens qui font des malaises parce qu'il fait chaud. Ça m'a vachement, ça m'a vachement rappelé le Hellfest de cette année où justement on était en pleine canicule et où il y avait Korn justement et que c'était super violent. Il y avait des gens qui tombaient, je vous l'avais raconté ça, des filles qui étaient inconscientes dans le mosh pit. Sauf que le Hellfest, il n'y a rien de mieux organisé que le Hellfest. Donc ce qui s'est passé à Woodstock, ça pourrait pas arriver là-bas. Et le lendemain, il y avait Limp Bizkit. Et là, c'est parti en couille. Les gens dans la fosse, ils ont commencé à s'accrocher à la tour de son. Vous savez, il y a toujours une tour de son en face de la scène là, pour tout gérer. Ils ont commencé à tout péter. Il n'y avait pas suffisamment de mecs de la sécurité ou ceux qui étaient de sécurité sur le site. C'était juste des jeunes du village. Enfin, faut vraiment regarder le truc, c'est ouf. Alors, quoi qu'il en soit, pour la faire court, en fait, dans le documentaire est assez bien fait, mais ils émettent quand même l'idée que ça a pu partir en couille à cause de la performance de Limp Bizkit quand ils ont joué un titre qui s'appelle Break Stuff, où le mec dit en gros dans la chanson ah, c'est une journée où on a envie de tout péter quoi. Et effectivement, quand il dit ça, ils se mettent à tout péter dans la fosse. Euh, et le lendemain, le dernier jour, là c'est encore pire. En fait, les organisateurs n'ont pas meilleure idée que de filer des bougies. Alors qu'il y a 3 jours d'émeute, il y a eu des viols de filles, machin truc, et filent des bougies à tout le monde sur le passage de Red Hot Chili Peppers qui clôturait le festival. Et donc forcément, bah, tu donnes à des gens qui n'ont pas dormi depuis 3 jours, qui ont pris de la drogue, de l'alcool, qui sont énervés. Tu leur donnes des bougies, ce qui est complètement con. Donc il y a forcément un feu qui démarre dans la fosse. Donc ils arrêtent le concert. Et pour que les pompiers viennent pas parce qu'ils ont peur. Donc il y a un feu. Les Red Hot Chili Peppers reviennent sur scène. Et là ils jouent un titre de Jimi Hendrix qui s'appelle Fire. Into your fire. Je sais pas si vous connaissez ça. Du coup, là, les gens allument des feux partout. C'est n'importe quoi. Et, euh, et bizarrement, bah, on dit pas, tiens, c'est de la faute de Red Hot Chili Peppers parce qu'ils ils ont chanté ça. Euh, pour moi, en fait, la vraie question, c'est que je pense que c'est de la faute de tout le monde. Mais est-ce que on a regardé ça avec Elisabeth et c'était le débat qu'on avait. Je lui dis oui, mais est-ce que la performance artistique appartient uniquement à l'artiste? C'est un sujet de philosophie. Vous savez que Michel Onfray, c'était mon prof de philo en terminale. Est-ce que, en fait, le fait que tu chantes un truc, il faut tout casser sur scène et que tout le monde casse tout, est-ce que ça fait partie d'une sorte de performance artistique ou est-ce que c'est complètement ouf? Est-ce que quand Red Hot Chili Peppers chante Fire et que tout le monde allume des feux partout, c'est complètement ouf, hein, ce que je suis en train de dire. J'en ai bien conscience, je suis pas en train de cautionner quoi que ce soit. Moi, je pense qu'ils auraient dû tous se calmer. Je pense que les Red Hot Chili Peppers, vu qu'il y avait du feu, ils auraient dû se dire on va chanter une autre chanson que celle-ci pour terminer. Mais si on prend froidement cette logique d'art, de définition de l'art, est-ce que ça fait pas partie du truc? Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est complètement ouf. C'était complètement ouf. Je vous conseille vraiment de regarder ce documentaire. Parce que moi, en fait, j'avais 99, j'avais 16 ans. C'était il y a un petit moment maintenant. Mais je me rappelle que j'avais lu que ça, il y avait eu ouais, deux, trois problèmes. Mais je pensais pas que c'était un truc comme ça, grave à ce point-là, quoi. Et je suis content de voir que les mentalités ont quand même changé. Parce que à cette époque-là, 99, alors moi je faisais pas encore de concert. Parce que mon premier concert, c'est en 2002. Donc je savais pas encore ce que c'était. Mais il y avait beaucoup de filles torse nu à Woodstock. Mais au Hellfest aussi. Et comme dans la plupart des concerts de métal. Mais là, on voit sur les vidéos, mais il y a tout un tas de connards qui se comportent trop mal. Qui pincent les tétons des filles. Il y a des, je pense qu'il et moi j'y crois, hein, il y a eu des viols dans le mosh pit. Alors, des viols avec, je pense, peut-être plus de pénétration
digitales ou des trucs comme ça, mais enfin, de toute façon, ça n'excuse pas l'autre, mais c'est horrible. Et heureusement, ça, je crois que c'est fini. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu ça. Je fais tout le temps des concerts comme ça, j'ai plutôt l'impression que c'est bienveillant. Alors après, je me dis, est-ce que c'est parce que c'est Woodstock et que les gens ont pété les plombs ou bien rien du tout, en fait, y a pas d'excuse à trouver à ça. Euh, pour moi, les organisateurs du festival sont les plus responsables. Enfin, tout le monde est responsable, mais quand tu payes cher, tu dois garantir la sécurité de tes festivaliers, et tout particulièrement les filles, parce que t'as toujours de la viande sous, des mecs qui se... Il y a plein de mecs qui se comportent pas bien, hein, mine de rien. Il y en a énormément. Je veux dire, les hommes, quand ils sont en bande, alcoolisés... hier, on a fait le feu d'artifice en famille sur la côte, et on est allé boire un verre avec Elisabeth et les enfants en terrasse. Et il y avait beaucoup... bon, bah, c'est en Normandie, on est au mois d'août, il y a énormément de vacanciers. Et il y avait des mecs qui buvaient des bières. Et c'était pas des jeunes, hein, franchement, ça tapait dans la cinquantaine, je pense. Et les mecs, ça se voyait qu'ils avaient consommé de l'alcool, qu'ils avaient bu. Des beaufs, faut voir comment il s'adressait à la serveuse, comment il a reluqué, mais franchement, mais la honte, franchement, la honte. Moi, honnêtement, j'ai jamais fait ça, hein. Je n'ai jamais fait ça. Je crois que c'est vraiment un truc d'éducation. Parce que je... Alors après, moi, c'est vrai que j'ai grandi essentiellement au milieu de femmes. Parce que j'étais avec mes sœurs et puis ma mère, parce que mon père travaillait beaucoup. Et je jouais beaucoup avec mes sœurs et leurs copines. Et j'ai beaucoup d'amis femmes, même maintenant. Peut-être même plus que de mecs. Donc, mais jamais eu de... Et je suis content, en fait. Je suis content d'avoir pu évoluer avec plein de meufs. Je dis pas que les meufs sont parfaites, hein. Oh non, ah non, je les connais trop bien pour ça. Je les connais trop bien pour ça. Mais ouais, ça me ferait chier en fait qu'une de mes sœurs revienne et me dise ouais, il y a un mec qui m'a touché en festival ou n'importe quelle fille en fait. Je trouve ça ouf. Alors vous allez me dire que je découvre un truc. Non, je découvre pas. Je suis pas candide. Mais quand même quoi. C'est faut qu'on fasse gaffe à nos miches, les amis. Surtout quand on est dans des trucs comme ça, quoi. Mais bon, bref. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que regardez le documentaire. Il est vraiment cool. Alors, en fait, où est-ce que j'en étais de mon histoire aux États-Unis? Parce que ça fait déjà 17 minutes que je parle. Il va être long, ce point du lundi matin. Non, alors c'était très cool. Donc, on a fait la première semaine à Milwaukee. Et après, on est parti dans un endroit que j'adore, qui s'appelle Wisconsin Dells. Alors, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai mis une photo où je suis avec Bumblebee de Transformers. Non mais en grandeur nature, le vrai robot, trop cool. Et bah ça, c'est une ville dans le Wisconsin qui s'appelle Wisconsin Dells. Et elle est ouverte toute l'année, mais il y a des gens que l'été. Et c'est que des water parks, des roller coasters partout. Vraiment trop cool. Et on est monté dans ce qu'on a fait un voyage en Ducks. Alors les Ducks, un espèce de... C'est pas un espèce, c'est un véhicule amphibie. Vous savez, dans Soldat Ryan, quand ils débarquent tous sur la plage au moment du débarquement, là, dans des espèces de... C'est des bateaux, puis une fois qu'ils sont sur le sable, ils se mettent à rouler, bah c'est ça, des Ducks. Et bah, Wisconsin Dells, il y en avait plein, du coup, on a fait un tour dedans. Et je sais pas, je sais pas si c'est parce que je vieillis, mais j'étais vachement touché, en fait. Parce que ces Ducks-là, ils avaient participé au débarquement en Normandie. Et moi, mon père est historien, il a écrit 3-4 livres sur le débarquement. C'est vraiment sa passion, il est comme un ouf. Et quand j'étais petit, il m'emmenait partout et j'en avais rien à branler. Je m'en battais les couilles. J'écoutais rien. Si j'aimais bien rencontrer les vétérans, ça m'a toujours intéressé, mais là maintenant, il y en a plus. Et là, je sais pas, est-ce que c'est l'aube de ma quarantaine, Dawn of Justice, comme dans Batman, qui fait que je m'intéresse plus à, à l'environnement dans lequel j'ai grandi. De même que j'y reviendrai plus tard, je suis allé à un festival d'aviation qui s'appelait le IAA. C'est le plus gros festival d'aviation au monde. Il y avait des avions partout. Et je suis monté dans un bombardier américain qui avait participé, pareil, à la Seconde Guerre mondiale. Et ils sont venus, ils ont fait l'avion a fait le périple jusqu'à Caen. Je monte dans l'avion
pour visiter l'intérieur. J'étais avec mon beau-père et puis mon fils. Et donc je demande au pilote, est-ce qu'il a participé à la Seconde Guerre mondiale? Il fait ouais, mais on va en Normandie régulièrement. Je fais ah bon, où ça? Et le mec avec un accent, il fait à Cherbourg et Caen. Je fais putain, mais je viens de là-bas moi. Et je trouvais ça ouf. Peut-être que c'est nul, hein, peut-être que je deviens un ringard. Mais et le gars en fait, donc c'était, je sais même pas comment il avait réussi à avoir cet avion-là. Il l'avait acheté quelque part. Mais les Américains, tu peux jamais trop savoir en fait, parce qu'ils sont tellement déconnectés de la réalité que ils sont je crois que c'est comme ça. Puis ils se font pas chier comme nous en fait à se souvenir de ce genre de truc. Mais le gars, du coup, il était avec sa femme et il vendait des t-shirts de l'avion pour pouvoir avoir un peu de caillasse pour l'entretenir. Du coup, je me suis dit, attends, ouais, je suis obligé d'en acheter un. Donc j'en ai acheté un pour mon rep. Je vais lui filer demain. Mais c'était cool. Et donc tout ça pour dire qu'on a fait les Ducks à Wisconsin Dells. On a été dans un parc aquatique qui s'appelle Noah's Ark, comme l'Arche de Noé, Noah's Ark. Ah putain, allez, googlez là tout de suite. Noah's Ark, Wisconsin Dells. Alors moi j'y étais allé il y a... Putain, la dernière fois c'était quand? Peut-être il y a 7-8 ans, je crois que c'était la troisième fois que j'y allais. Et c'est ouf, c'est ouf. Les toboggans, je veux dire que c'est pas le toboggan aquatique de ta piscine municipale, mon petit père. Ça te secoue les miches comme jamais. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. D'ailleurs, j'ai encore eu un accident un peu gastrique là-bas. Mais ouais, je me confie, hein, c'est tout. La bouffe, j'en pouvais plus. Ça, c'est petite parenthèse, mais la bouffe, j'en pouvais plus. À la fin, que des burgers. Je rêvais d'une salade. Je rêvais d'une salade cœur d'artichaut maïs. C'est le premier truc que j'ai fait quand je suis rentré en France. J'en pouvais plus. Et là-bas, j'ai mangé un chili cheese dog. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas bouffé. Mais surtout depuis qu'on a adopté un régime alimentaire vegan, même si moi c'est un peu de manière sporadique. Mais putain, je suis arrivé de chili cheese dog et je fais un... Donc c'est un hot dog avec du chili con carne dessus et du cheddar fondu. Et puis des frites. Et là, une saucisse bien grasse. Putain, on va, on va dans un toboggan qui s'appelle le Black Anaconda. Comme ça, vous pouvez le googler, Black Anaconda. Et c'est vrai que, avant, quand je faisais ces trucs-là, il y avait quand même une file d'attente, ça m'inquiétait pas, on rigolait. Et là, plus on montait avec ma meuf et son frère, plus on arrêtait de se parler, on sentait qu'on était tous un peu tendus. Et on était dans des grosses bouées pour redescendre dans le toboggan. Putain, j'avais une de ces envies d'Ièche. Je me retenais, je me disais, et ça me secouait tellement, je disais, c'est pas possible, je vais chier dans le petit bateau gonflable. Truc de ouf. Truc de ouf. Mais c'était vraiment, vraiment cool. Je me suis vraiment marré. Ça, c'était vraiment une bonne journée. D'ailleurs, là-bas, le Covid, c'est terminé. J'ai halluciné quand je suis revenu ici, même si je suis parti qu'un mois. J'ai vu qu'on parlait encore du Covid. Je me suis vraiment coupé du monde pendant un mois. Même la variole du singe. Mais là-bas, ils en parlent à peine. En plus, la variole du singe, enfin, c'est pas. Je trouve ça débile. Alors, je suis pas scientifique, mais je trouve ça débile de comparer ça au Covid, parce que c'est pas du tout les mêmes moyens pour l'attraper. Autant le Covid était super contagieux, là, la variole du singe, c'est par voie sexuelle. Enfin, tu vas pas l'attraper comme ça en serrant la main de quelqu'un, quoi. C'est inutile de faire peur aux gens. Enfin bref, petite parenthèse. Donc eux, ils sont vraiment passés à autre chose. Et ils ont un côté quand même extrêmement teubé, faut pas se mentir. Mais souvent, je me suis dit, putain, les Américains, ils sont toujours positifs. Et c'est vrai que tu deviens vite comme ça. Hein. Mais parce qu'en fait, quand tu te coupes du monde et que tu réfléchis pas trop, t'es bien, hein, à te dire. Euh, je sais plus si je vous en ai parlé la semaine dernière. Si j'en reparle et je me répète, toutes mes excuses. Mais ça prouve en même temps l'authenticité de ce point du lundi matin, c'est que je n'écoute jamais ce que je vous raconte. Donc je sais plus si je l'ai dit. Mais bon, moi, en fait, je suis très très respectueux de l'écologie, de la nature. Vraiment, enfin, je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais c'est vraiment l'objectif numéro 1 pour moi. D'ailleurs, là où j'habite, enfin, la plage la plus proche de là où j'habite, ils sont en train de construire des éoliennes, un champ d'éoliennes en pleine mer. Et les gens sont pas contents parce que ça va gâcher la vue. Ce qui est vrai, quand on m'a dit ça, je suis putain, c'est vrai que ça va gâcher la vue, ça va être moche. Mais en même temps, bon, on doit trouver des options pour avoir une énergie un peu plus propre. Mais en même temps, je me dis que ça c'est bien, et j'ai fait mon voyage aux États-Unis, et là-bas, mais ils s'en battent les couilles.
Mais vous vous imaginez même pas, les amis. Vous ne vous imaginez même pas. Avant de partir là-bas, je me rappelle, je regardais, il y a peut-être 2 mois, je regardais un épisode de Quotidien sur TMC. Et il y avait 2 petites nanas, je pense 20, 22 ans, qui venaient témoigner comme quoi elles avaient lu le rapport du GIEC. Et oh là là, machin truc, c'est terrible. Il nous reste plus que 3 ans pour inverser le cours des choses. Et moi, j'étais à fond là-dedans. Je suis putain, merde, oh là là, qu'est-ce que je peux faire et, euh, et je me sentais coupable en me disant, putain, je prends l'avion pour aller aux États-Unis, je suis un pollueur. Et bah, depuis que je suis allé là-bas et que je vois que eux, ils trient même pas leurs déchets, ils bouffent tout le temps avec des couverts en plastique. Dans n'importe quel fast-food, il y a que des poubelles noires, tu vois, il n'y a pas plastique, recyclable ou quoi que ce soit. T'as toujours les jouets en plastoc chez McDonald's. Ils vivent comme avant. Ils s'en battent les couilles. Tu leur parles du réchauffement climatique. Alors, pour les plus ouverts d'esprit, ouais, tu vois, ils le nient pas. Mais c'est pas un truc qui les inquiète plus que ça. Et quand tu vois la taille des États-Unis, sachant que le Texas, rien que le Texas, ça fait 3 fois la France, euh, et bah, moi, je vais continuer à trier mes déchets, mais tout en ayant conscience que c'est terminé. Franchement, c'est fini. Vos 3 ans, tu peux fermer boutique maintenant. Je pense qu'en fait, c'est. Alors, il y a ce côté fougueux de la jeunesse. Moi, j'aime bien les gens qui sont engagés, je trouve ça cool. Moi, je me suis jamais vraiment battu pour une cause, mais faut pas qu'ils aillent aux États-Unis, hein, parce qu'ils vont faire une rupture d'anévrisme, je pense. Non, mais ça ne sert à rien. Même je vois maintenant, en fait, tous ceux qui sont en France, les punks, les baba cool, machin truc, là font ah non, respect de la nature. Mais c'est mignon, j'adore ça, bravo, continuez. Mais c'est terminé, game over, c'est fini. Parce que si c'est comme ça aux États-Unis, sachant que c'est avec l'Inde et la Chine, les 3 plus gros pollueurs au monde, et qui s'en branlent, toi demain, on peut tous se mettre à plus prendre de douche, à plus faire d'électricité, à juste avoir un espèce de vélo dans notre cave qui produit de la lumière chez nous, ça changera rien. Donc, moi maintenant j'ai décidé d'être beaucoup moins sévère avec moi-même. Franchement, quand je vois ça, je me dis ouais, je suis plus que largement exemplaire en matière d'écologie. Mais alors, et ce qui est paradoxal et ce qui est ouf, c'est que ils font n'importe quoi. Ils ont, euh, ils ont des véhicules extrêmement polluants, ils trient pas leurs déchets, mais à côté de ça, ils ont une wildlife, comme on dit, une vie en forêt, ils ont des ours, des écureuils, les lacs et les rivières sont beaucoup plus propres que chez nous. Euh, Là, moi, je suis allé me baigner dans le lac supérieur et lac Michigan. Et en fait, c'est tellement surveillé par les gardes forestiers, tu peux pas, si t'es pris à polluer un lac, putain, tu prends cher, c'est genre 15 000 dollars d'amende et tu pars en prison. Et c'est pas de la prison avec sursis comme ici, c'est tu vas vraiment en prison, quoi. Donc ils rigolent pas avec ce genre de truc, mais paradoxalement, ouais, le plastique, c'est la fête. Et nous, moi, j'en pouvais plus. Quand je voyais qu'on mangeait avec des couverts en plastique tout le temps, ça me rendait dingue. Alors que dans les tiroirs, il y avait des vrais couverts, mais c'est juste qu'ils ont tellement pas envie de se faire chier à nettoyer qu'ils préfèrent prendre des couverts en plastique. Et quand on a vu ça avec Elisabeth, on leur a dit, bah, c'est couverts en plastique en France, c'est interdit maintenant. On peut prendre des couverts en bois. Comme ça, c'est biodégradable et tout. Et ouais, ils sont ah ouais, c'est pas une mauvaise idée. Mais bon, ils le font pas. Ils s'en foutent complètement. Et le pire, c'est qu'ils sont très heureux. Donc, ce qui confirme ce que je viens de vous dire. Et ce qui confirme ce que je disais dans plein de points du lundi matin. Plus tu es ignorant, plus tu es heureux. Il faut que je débranche mon cerveau. Je dis pas que je suis plein de connaissances, hein, mais je dis juste que je pense tellement à plein de trucs, à m'inquiéter tout le temps. Non, la clé du bonheur, c'est de ne penser à rien. Homer Simpson, les gars. Homer Simpson. Il y a un truc que j'ai fait là-bas. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, mais alors, là-bas, ils appelaient ça le Beans Bag, le sac à haricots. En fait, c'est 2 planches un peu incurvées qui sont face à face, à on dira 10 mètres d'écart, peut-être, j'en sais rien, à vérifier. Et il y a un rond au milieu, en haut de chaque planche. Et on a chacun 2 petits sacs d'haricots.
qui font la taille, je sais pas moi, d'un livre de poche. Et en fait, l'idée, c'est de lancer le sac pour que ça tombe dans le trou de la planche d'en face. Et franchement, c'est trop drôle. Je sais pas si on a ça quelque part. Si, je sais qu'en Normandie, c'est sûr qu'il n'y a pas ça. J'ai jamais eu ça. Mais peut-être que il y a un de vous, ma boule, dans une des régions, ou en Suisse, ou en Belgique, ou je sais pas quoi, ou au Canada. Peut-être que vous avez ça. Mais je crois que je vais m'en faire un. C'est trop drôle. C'est trop cool. J'ai beaucoup aimé. Putain, ça fait déjà 30 minutes, les amis. Là, je vous ai arrosé de 10 minutes supplémentaires. Et je suis qu'à la 2e semaine de mon voyage. Bon, écoutez. Ah si, pendant qu'on y est, alors je suis désolé, mais ça ne concerne que les gens de Normandie pour septembre. Je fais mon instant promo 9 et 10 septembre, je joue Théâtre à l'Ouest à Rouen. 23 à 24 septembre, je joue Théâtre à l'Ouest à Caen. Ok. Et je reprends, donc je joue Deadline, hein, mon spectacle. Et je reprends le vendredi 2 septembre à Caen au El Camino. Mais c'est le rodage test de ce que je vais faire du prochain spectacle, j'espère. Donc là, vraiment, je viens essayer des trucs. Comme je suis tout seul, je fais gratos. C'est moi qui rince, les amis. Donc, donc vous venez, puis on se fait une petite... vous venez tranquille. Je vais mettre les invitations en ligne, histoire qu'on soit certain que je vois combien de personnes il y a. Il y aura un chapeau, peut-être qu'il y aura des mecs qui viendront. Peut-être que Fred viendra faire 10 minutes, je sais pas. Je mettrai un chapeau à la sortie. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours... quand je commence à faire des blagues, ça me fait chier de vous faire payer sans que je sois certain que c'est des bonnes blagues. Alors, je fais payer d'habitude parce que je fais toujours venir des gens et que je veux pas que ça leur coûte des sous, donc je veux au moins qu'ils puissent se rembourser. Mais là, comme je suis tout seul, et bah, c'est moi qui régale. C'est open bar. Donc voilà. Mais on aura le temps d'en reparler d'ici là. Bon, les amis, profitez bien de la fin de cette semaine de 15 août. Là, passé le 15 août, je me dis toujours que ça sent quand même un petit peu la fin des vacances. Là, enfin, pour vous, parce que pour moi, demain, je mets mes gamins chez mes parents pendant une semaine. Elisabeth est retournée au travail. Donc autant vous dire que mes vraies vacances commencent maintenant. En tout cas, profitez bien, soyez prudents. Faites attention aux connards, ils sont partout. Et puis amusez-vous bien. Bye bye.